Une petite minute, on lance l'enregistrement, c'est tout bon. Alors, comment ça va se passer? On va parler un petit peu d'abord de contexte et d'enjeux sur le climat. C'est toujours bien de ramener un petit peu de contexte. On va présenter notre service si on est. Nous allons parler des aides au logement individuel, une petite session de questions-réponses, des aides au logement collectif et ensuite une autre session de questions-réponses. Alors, un petit peu de contexte. Donc, déjà, pourquoi on est là? Bon, vous le savez, il y a des enjeux, il y a des accords, il y a un accord de Paris qui dit que d'ici 2050, il faut qu'on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré. Euh, Ce qui veut dire, en fait, à l'échelle de la France, viser la neutralité carbone d'ici 2050, entre autres, diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6. Si je ramène ça à un humain et à un individu, ça veut dire viser 2 tonnes par habitant équivalent CO2. Pour prendre un peu plus de recul, voici l'impact carbone d'un Français moyen euh, en moyenne. Donc on a, vous voyez, à peu près trois gros secteurs qui sont l'alimentation, le transport et le logement. Donc il y a plusieurs leviers d'action pour réduire son impact carbone. Et donc il y a un gros volet, à peu près un quart, qui va dans le logement. Donc c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer les aides financières, qu'il y a un contexte favorable de financement à la rénovation énergétique et que les financements sont présents. Qui on est? Donc on est deux associations, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALTE, l'Agence locale de la transition énergétique. On est voilà, à peu près 30 et 40 salariés et on est tous membres donc, du réseau France Rénov. France Rénov, qui est la marque nationale, en fait, qui est le service public de la rénovation de l'habitat. Et donc nos structures respectives sont membres de ce réseau-là. Il faut savoir que dans chaque département de France, il y a des équivalents de nos structures qui sont là pour accompagner à la rénovation énergétique. Donc le service public, hein, il existe depuis un petit moment quand même. On s'appelle France Rénov depuis 2022, mais il y a eu différents noms. On existe depuis bien une vingtaine d'années pour accompagner à la rénovation énergétique. On a à peu près 30 conseillers répartis entre la LEC et la LTE. Notre service, donc c'est un conseil gratuit, neutre et indépendant. Donc on n'est pas artisan, on ne vend pas de matériel de rénovation énergétique. On est bien là pour vous conseiller de la manière la plus neutre et indépendante possible. On fait du conseil technique sur les gestes, les travaux d'isolation adoptés dans votre maison, du conseil donc sur les aides financières, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, et du conseil environnemental sur l'impact des solutions retenues. Qui nous finance? Donc c'est les pouvoirs publics, donc c'est le SAR, donc le SAR en fait c'est l'État hein, qui finance nos missions, c'est aussi les communautés de communes, la métropole de Lyon, le syndicat national, l'accord, donc voilà, on est financé par les communautés de communes. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord parler des critères communs à toutes les aides, puisqu'il y a des règles de base qui s'appliquent à toutes les aides, qui sont pas mal de retenir. Donc les aides financières, globalement, il y en a quand même quasiment souvent, mais en effet, elles vont être variables en fonction de différentes choses, donc de vos revenus, de votre projet de travaux, du type de travaux, du statut d'occupation et bien sûr de votre localisation. Le critère clé, il faut passer donc par des artisans pour avoir le droit des aides. Vous ne pouvez pas avoir des aides si vous faites les travaux vous-même. Il faut passer par des artisans RGE reconnus garants de l'environnement. Il faut aussi respecter des critères de performance qui sont des épaisseurs d'isolant, des rendements de système de chauffage, de ventilation. Les plafonds de ressources, donc on vous les a mis ici, ils évoluent chaque année, en fait, en fonction de vos revenus, du revenu du foyer et du nombre de personnes qui vivent dans ce foyer-là, on a une catégorie qui nous est attribuée. S'il y a plusieurs personnes qui ont des revenus dans le foyer, donc on va bien sommer ces revenus-là. Donc s'il y a différents avis d'impôt, on va bien regrouper ces revenus-là et on va prendre en compte l'ensemble des personnes qui sont à charge dans le foyer. Et en fonction donc de la classe de revenus, dit bleu, jaune, violet, rose, on a donc des aides financières qui vont varier. On va commencer par parler sur les aides au logement individuel. Ce que j'entends par logement individuel, c'est les maisons ou les appartements. Il y a deux types d'aides aujourd'hui, donc ça a pas mal évolué cette année. Et on a vraiment deux axes principaux, deux entrées différentes. On a d'abord la rénovation globale, on dit parfois la rénovation d'ampleur, qui est une rénovation qui doit être accompagnée. Et là, vous avez une seule entrée d'aide nationale, qui est la prime rénov. Le deuxième parcours, c'est le parcours dit poste par poste, où là, l'accompagnement n'est pas obligatoire.
Et là, vous avez toujours la double entrée historique qui est la prime rénov et les C2E, certificats d'économie d'énergie. Pour être plus précis, en fait, les C2E, ils existent bien dans le premier parcours, c'est juste que c'est valorisé directement au niveau de ma prime rénov. C'est la prime rénov qui valorise, qui inclut dans son dossier les C2E, donc il y a bien qu'un seul dossier à faire, même si les deux aides coexistent. À tout ça, on ajoute un éco-prêt au zéro, une TVA réduite pour la rénovation énergétique et des aides locales. Commençons par la rénovation globale d'ampleur. Alors, la rénovation globale d'ampleur dit ma prime rénov parcours accompagné. C'est une rénovation qui est ouverte au logement en résidence principale, que ce soit en location, en occupation, mais c'est bien une résidence principale qui est construite depuis plus de 15 ans. Les types de propriétaires qui sont éligibles, c'est plutôt des particuliers quand même, donc des propriétaires occupants, usufruitiers ou logés à titre gratuit. Dans le cas d'une occupation, on doit s'engager, après travaux, à occuper le logement pendant 3 ans minimum. Dans le cas des propriétaires bailleurs, on est sur une durée de location de 6 ans minimum. Si on est dans le cas d'une nouvelle acquisition, ça arrive des fois qu'on achète une maison, qu'on la rénove et qu'on y habite après. On n'a pas toujours le justificatif pour prouver qu'on est propriétaire ou que c'est la résidence principale, donc il faudra pouvoir le justifier dans l'année qui suit les travaux. Les SCI sont éligibles, mais uniquement dans un seul cas, c'est dans le cas où il y a un des membres de la SCI qui occupe le logement, pas qui le loue, hein, qui l'occupe. Et les indivisaires sont éligibles à la prime rénov, qu'ils soient occupants ou bailleurs. Les conditions d'éligibilité. Donc là, on est sur un saut de classe. En fait, pour avoir le droit à cette aide-là, il faut pouvoir sauter 2 classes sur l'étiquette énergétique. Et tout ça doit être justifié par un audit énergétique. Ce n'est pas un DPE, c'est bien un audit énergétique. Audit qui est une étude quand même plus poussée, plus complète qu'un DPE qui va plutôt être une synthèse, en fait, descriptif sommaire thermique de la mine. À ça, il faut prévoir 2 gestes d'isolation pour avoir le droit à cette aide. Un geste d'isolation, c'est un geste parmi les 4 qui sont décrits ici. Les toits, les murs, les planchers et les menuiseries. On n'a pas le droit de conserver le fioul ou le charbon, mais on a le droit de conserver du gaz, c'est possible. Par contre, on n'a pas le droit d'installer du gaz, du fioul et du charbon. À noter quand même une exception qui est sur la pompe à chaleur hybride, gaz hein, notamment, donc c'est des systèmes qui sont éligibles, vous pouvez en installer chez vous et bénéficier des aides. Et donc, il faut être accompagné par le fameux Mon accompagnateur rénov, qu'on appelle plus communément le MAR. C'est un peu plus vite. Alors, quelle est la mission de ce MAR, justement? Quel est son rôle là-dedans? En fait, c'est une structure qui est agréée par l'ANA. Donc, l'ANA, c'est le service qui pilote la rénovation énergétique et les aides, et qui est là pour vous accompagner, pour vous faciliter la rénovation sur différents aspects. On vous a mis ça sous la forme d'une frise. Donc, il y a vraiment différentes étapes où le MAR va être là sur tout le long du projet. Il va d'abord avoir une visite du logement avant travaux, avec notamment la réalisation de l'audit énergétique et des premiers conseils techniques sur la rénovation de votre logement. Il va être aussi là pour vous faire un appui aux démarches administratives. Il peut même s'occuper à votre place de faire tous les dossiers, moyennant une variante sur sa prestation, mais il peut s'occuper des aides. Il va être là évidemment pour vous faire du conseil sur le choix des entreprises, mais aussi vous aider à vérifier que vos devis soient bien conformes aux aides financières et à vos dossiers administratifs. Il va aussi être là pour faire une visite du logement post-travaux, vous aider à voir si les travaux ont bien été réalisés, peut-être voir des améliorations, mais aussi vous aider à prendre en main le logement après la rénovation, puisque quand on rénove une maison, il y a aussi un usage après au niveau du chauffage qui peut être un petit peu nouveau. Voilà un petit peu les missions de mon accompagnateur rénov. L'accompagnateur rénov, généralement, ce sont des structures type bureau d'études, maître d'œuvre, architecte. Il ne peut pas avoir de lien directement avec la réalisation des travaux, ça doit être vraiment un organisme neutre et indépendant de la réalisation des travaux, puisqu'il est là quand même pour vous conseiller, vous accompagner sur votre projet de travaux. Il ne peut pas être jugé partie des réalisations des travaux. Quelles sont les aides? Donc, bon, on a un tableau peut-être un peu confus, mais on va décortiquer tout ça. En fait, vous avez, en fonction du nombre de sauts de classe que vous faites sur le DPE, vous avez un plafond de dépenses éligibles, qui est entre 40 et 70 000 euros. Sur ce plafond de dépenses éligibles, on a un taux de subvention en pourcentage qui va s'appliquer selon vos revenus. Par exemple, un ménage
Jaune, dit modeste, qui fait une rénovation avec un saut de 3 classes, il va avoir 60% de son coût de travaux dans la limite de 60% de 55 000 euros. À ça, on a un bonus qui est possible de 10% si vous sortez d'un logement qui est classé F ou G. Et on a un écrêtement qui se fait avec les aides locales. Ça, on a des exemples, des cas concrets juste après, on va vous expliquer. Le MAR, donc le MAR, c'est bien une mission payante que vous allez devoir prévoir dans votre projet de travaux. Il va être financé aussi à hauteur de 20 à 100% selon les revenus. Attention, il peut être financé que jusqu'à 2000 euros maximum. Prenons des cas un peu plus concrets quand même, parce que là, ça peut être un peu flou. Un ménage TMO, dit très modeste, un ménage bleu, on dit parfois, fait une rénovation, il fait un saut de 2 classes sur sa maison. Il passe de la lettre F à D. On va dire qu'il va avoir à peu près un peu moins de 40 000 euros de coûts de travaux. Eh bien, en fonction de son revenu et de sa classe énergétique, il va avoir droit à 80 plus 10% du coût des travaux financés, ce qui fait un total de 33 000 300 euros d'aide. Il rentre aussi dans les critères des aides locales. Il peut avoir 6 000 euros d'aide locale. Mais là, si je somme du coup le montant des aides locales plus des aides nationales, ben, vous voyez, on est au-delà du coût des travaux, des 39 000 euros TTC. Donc forcément, le montant des aides peut pas être supérieur au montant des travaux. Donc là, on a un écrêtement qui se fait. On a l'aide de l'État qui est retranchée, pas de grand-chose ici, de 265 euros, mais qui est retranchée. Si je prends un deuxième cas, un ménage intermédiaire qui envisage une grosse rénovation, il a à peu près 80 000 euros de travaux, il saute 4 classes sur l'étiquette énergétique, il sort d'une passoire énergétique également, donc il va avoir 50 plus 10% de taux de subvention. Autrement dit, 42 000 euros d'aide de l'État. Il va avoir aussi droit à des aides locales, disons 7 000 euros. Bah, dans ce cas-là, l'écrêtement, il est de 60%. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 60% du coût total des travaux. Autrement dit, 49 374 euros, c'est écrit ici. Donc là, du coup, l'aide, elle n'est pas écrêtée parce que le montant des aides locales plus nationales ne dépasse pas le taux d'écrêtement. Donc là, on a le maximum d'aide. En gros, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que si on est sur des cas où on a un coût de travaux qui est assez maîtrisé, assez faible et qu'on a des aides locales, en fait, dans ce cas-là, il y a la balance qui se met en place, on va dire, et il y a en effet des aides locales qui peuvent être retranchées. C'est quand même pas très systématique, c'est vraiment dans des cas où on a bien optimisé le coût des travaux et qu'on a beaucoup d'aides locales. Bien sûr, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse le calcul des aides. C'est vraiment du cas par cas, on ne peut pas vraiment se faire des généralités. La rénovation, elle est possible à faire en 2 étapes, sur 5 ans. Donc, il y a des exemples là de rénovation en 2 étapes qui sont possibles. S'il y a une chose à retenir, c'est que si vous faites une rénovation en 2 étapes, ben, c'est une rénovation qui est au moins d'un saut de 3 ou 4 classes ou 5 classes minimum. Un saut de 2 classes, vous ne pouvez pas le faire en plusieurs étapes, ce sera une étape d'un coup. Si vous faites une rénovation en 2 étapes, la première étape doit au moins vous faire sortir de la passoire énergétique dit de la lettre F ou G. Et en fonction d'où vous partez, où vous allez, ben, vous voyez ces détails ici, le nombre de sauts de classe que vous voulez faire. Si vous faites la rénovation en plusieurs étapes, ben, l'aide sera également attribuée en plusieurs étapes. Il y aura un premier morceau à la première étape et un deuxième morceau à la deuxième étape. Bien sûr, nous, on vous incite à faire la rénovation si possible en une étape. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une rénovation la plus efficace possible. Mais vous avez quand même cette possibilité-là qui peut parfois être plus acceptable financièrement. Comment se passe un parcours accompagné? Donc, dans le cas idéal, on vous a mis les étapes clés. Donc, la première étape, en fait, ça va être de prendre contact quand même avec le service ALEC LTE pour avoir déjà des premières informations, des conseils sur la rénovation de votre logement. Et si vous envisagez une rénovation globale, donc il faudra solliciter le MAR, l'accompagnateur Rénov. Il va vous faire un devis et si son offre vous convient, vous pourrez le signer. Une fois que vous aurez signé, il va faire l'audit énergétique qui va vous permettre de savoir d'où vous partez et jusqu'où vous pouvez aller. Ensuite, vous allez consulter les artisans et quand vous aurez les devis de travaux finaux et l'audit énergétique, vous pourrez déposer votre demande de subvention. Vous réaliserez les travaux, vous transmettrez les factures sur le site de MercuryNov et à ce moment-là, seulement vous pouvez recevoir le paiement de la subvention. À noter que pour les ménages modestes et très modestes, il est possible de demander une avance de subvention pour simplifier les démarches financières.
Information importante, hein, il faut bien quand même avoir déposé le dossier de travaux et avoir eu l'accord de l'ANA de MaPrimeRénov' avant de les commencer. Ça, c'est très important. Sans cet accord-là, vous ne pouvez pas commencer les travaux énergétiques. Donc ça, c'était pour le parcours accompagné. On va parler des aides poste par poste, donc un parcours non accompagné où dans ce cas-là, le MAR n'est pas obligatoire. Vous avez donc cette première entrée MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' tout court, on va dire, et les conditions sont les mêmes. Une résidence principale de plus de 15 ans, des propriétaires occupants ou bailleurs avec des durées d'engagement sur l'occupation ou la location, des nouvelles acquisitions, les SCI, les indivisaires. Bon, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes critères. Attention dans ce cas-là, comme en fait c'est les mêmes aides que l'année dernière, hein, les catégories dites supérieures, dites roses, sont malheureusement pas éligibles à la prime rénov poste par poste. Attention cette année, pour pouvoir déposer un dossier poste par poste, il faut un DPE ou un audit énergétique en cours de validité. Pourquoi? Parce qu'au 1er juillet, les logements qui sont classés F ou G, dits passoires énergétiques, ne seront pas éligibles aux aides poste par poste. Il faudra aller sur le parcours accompagné. Donc là, on a une période transitoire qui vous laisse la possibilité de déposer un dossier. Au 1er juillet, il faudra aller sur la rénovation plutôt globale pour les passoires énergétiques. Il y a des obligations de travaux également. En maison individuelle, pour avoir droit à MaPrimeRénov' poste par poste, il faut installer un système de chauffage décarboné. On aurait pu appeler ça MaPrimeRénov' décarboné. Ça va être un système de chauffage au bois, une pompe à chaleur, un système de chauffage ou d'eau chaude solaire thermique. Et en complément de ça, vous pouvez demander une aide sur l'isolation et la ventilation si besoin. Pour les appartements, il n'y a pas d'obligation particulière, c'est un cas un peu dérogatoire. Vous pouvez ouvrir une demande d'aide sans forcément installer un système de chauffage décarboné. Le montant de l'aide, donc on va avoir un montant qui varie en fonction des travaux et des revenus, comme toujours. On vous a pas mis les tableaux des montants des aides, c'est les mêmes que l'année dernière et vous les retrouvez sur notre fiche. Et on pourra vous les détailler si vous avez des questions. Mais en gros, vous avez un forfait qui est en euros par mètre carré isolé pour l'isolation et un forfait fixe pour les systèmes de chauffage, d'eau chaude, de ventilation ou pour les menuiseries. C'est un forfait fixe en euros également. Il y a quand même des travaux qui ne sont pas éligibles, type comble perdu, plancher bas, menuiserie en double vitrage existant. Hein, on doit bien remplacer du simple vitrage pour avoir un imprimé note. Et j'aurais même pu rajouter ici panneaux photovoltaïques. On est sur une aide de 20 000 euros maximum sur 5 ans. Donc vous pouvez faire plusieurs dossiers sur 5 ans avec une limite de 20 000 euros. Et bien sûr, vous avez ici le lien de la fiche MaPrimeRénov'. Les C2E, donc c'est la deuxième aide à laquelle vous pouvez prétendre. Là, celle-ci, elle est ouverte à un peu plus de public. C'est aussi ouvert aux locataires, mais aux bâtiments de plus de 2 ans cette fois-ci, pas 15 ans. Attention, je le rappelle, si on est sur un MaPrimeRénov' accompagné rénovation globale, les C2E sont récupérés par l'ANA. Il ne faut pas faire de dossier C2E, vous n'avez pas le droit. Le montant, c'est pareil, c'est un forfait fixe en euros par mètre carré pour l'isolation et un forfait fixe en euros par système de chauffage d'eau chaude. La procédure, donc il faut, à l'inverse de la prime rénov où il faut poser un dossier avant de commencer les travaux, là ici, il faut poser un dossier avant de signer les devis. Et il faut demander cette aide auprès de n'importe quel obligé. Alors, c'est quoi un obligé? L'obligé, en fait, c'est un vendeur d'énergie ou de carburant. Les C2E, en fait, c'est un système qui impose aux vendeurs d'énergie de financer des travaux d'économie d'énergie. Et du coup, chaque vendeur d'énergie a sa propre plateforme en ligne. Il est obligé en fait de financer de la rénovation énergétique. Il faut en choisir un, aller sur son site et faire les demandes avant de signer le devis. Et ensuite, à ces aides nationales, on ajoute pardon, d'autres dispositifs. Donc, vous avez la TVA réduite à 5,5 sur les travaux d'économie d'énergie et sur les travaux induits. Ça veut dire, j'isole par l'extérieur mes murs et je mets un enduit. Bah, l'enduit, c'est un travaux induit à l'isolation extérieure. Il est à 5,5. Vous avez le droit à un éco-prêt à zéro, donc résidence principale de plus de 2 ans, sans condition de ressources, mais il faut bien sûr votre taux d'endettement vous le permette. Et il faut s'écumuler avec les aides et vous avez 2 types de prêts. Enfin, l'éco-prêt 10 postes par poste, on retrouve toujours ce même schéma, 30 000 euros sur 15 ans,
et 50 000 euros sur 20 ans pour une rénovation globale d'ampleur. On a aussi donc des aides locales, vous voyez, il y en a plein. Bon, l'idée, c'est pas de les lister une par une aujourd'hui, mais c'est de vous expliquer qu'il y a des aides locales. Donc, ne nous oubliez pas si vous avez un projet de rénovation globale, puisque ce sera auprès de l'ALEC et de la LTE qu'il faudra déposer votre dossier d'aide. C'est l'ALEC et la LTE qui instruisent les demandes de financement local. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. On peut monter jusqu'à 20 000 euros dans certains cas. Donc, pensez bien à venir nous voir. Et ces aides sont quand même souvent fléchées vers la rénovation globale aussi, hein, mais chaque dispositif est différent. Voilà, donc on va passer une première session de questions-réponses. Je vois qu'il y en a pas mal dans le chat. On essaie d'y répondre aussi en live, en direct. Avons-nous des questions? J'ai noté une question sur la durée de validité de l'audit énergétique entre le moment où on le fait et le moment où on va faire la demande de ma Ok, prime rénov. Et du coup, ça peut être intéressant de ok. noter les délais avec le Donc, on a transfert, tout ça. une question sur l'audit et sa validité. Donc, il y a différents types d'audits. Il faut savoir, il y a les audits dits incitatifs, qui sont des audits où on a un cahier des charges libre, plus ou moins libre, enfin, un contenu, une forme de rapport d'audit qui est plus ou moins libre. Les audits incitatifs, progressivement, ils seront plus utilisables pour les aides MaPrimeRénov'. Vous avez comme une période dérogatoire. Si vous avez fait un audit énergétique avant le 1er avril 2024, cet audit, il est utilisable pour déposer un dossier jusqu'au 1er octobre 2024. Passé le 1er avril 2024, il faudra réaliser des audits énergétiques dits réglementaires, qui sont des audits énergétiques avec un contenu et une forme normée qui sera obligatoire pour déposer des dossiers passé cette date. Donc, si vous avez déjà un audit existant, il est encore utilisable, rassurez-vous. Par contre, si vous pensez que le temps de construire votre projet, vous allez déposer un dossier plutôt en fin d'année, ça vaut le coup de revenir vers votre bureau d'études thermiques et de faire un audit réglementaire. Parfois, c'est facilement réalisable parce que c'est juste une mise à jour au niveau du logiciel. Parfois, ça demande un peu plus de travail. Rapprochez-vous de votre bureau d'études. On a eu plusieurs questions sur les pompes à chaleur hybrides, donc fonctionnant souvent au gaz, et le maintien des chaudières gaz dans le parcours accompagné. Donc, une question sur le gaz et les aides à la rénovation globale. Donc, la conservation du gaz est bien possible dans le parcours MaPrimeRénov' accompagné. Vous pouvez garder votre chaudière gaz si elle fonctionne, et je vous invite même à la garder si elle est débordement. Ça serait dommage de changer un système qui est récent. C'est bien l'installation d'une chaudière gaz qui n'est pas possible. Vous pouvez installer par contre des pompes à chaleur hybrides. Euh, il est considéré que la pompe à chaleur hybride est recevable dans la mesure où le taux d'utilisation du gaz, on va dire, est de 30%. On a en fait 30% de gaz et 70% d'électricité. Ça, c'est vérifiable dans les fiches techniques du matériel, mais voilà, la pompe hybride, la pompe à chaleur hybride est bien éligible dans le cas du parcours accompagné en installation, même des pompes à chaleur hybrides fuel, hein, je crois que ça existe un petit peu. Donc voilà, c'est possible. Euh, Ok, bon, oui, on demandait aussi, il y avait une question sur les aides locales, ouais. comment elles se cumulaient ou pas. Ok, donc question sur les aides locales. Donc vous voyez, il y en a pas mal ici, elles sont vraiment fléchées vers la rénovation globale. On a des aides qui peuvent monter vraiment très haut. On a 20 000 euros, par exemple, sur l'accord. On a des aides à la maîtrise d'œuvre, à l'audit énergétique sur la métropole de Lyon aussi, sur les travaux. Donc elles se cumulent bien avec les aides de l'État. Ce que j'expliquais tout à l'heure dans les exemples, dans les cas d'exemple, c'est que en fonction du coût des travaux, il peut y avoir un équilibrage ici entre les aides nationales et les aides locales. Vous pouvez les cumuler dans une certaine limite. Donc ça peut arriver que dans certains cas, si on a trop d'aides locales, entre guillemets trop, l'aide nationale peut être réduite un petit peu. Ça va vraiment arriver plutôt dans des cas où on a un coût de travaux assez faible et qu'on a un gros montant d'aide locale. On avait une autre question, c'était concernant le saut de classe. Est-ce qu'il y a une lettre minimum à atteindre? Par exemple, si on fait un saut de classe et qu'on arrive en D, est-ce que c'est considéré comme une rénovation d'ampleur? Alors, donc pour les sauts de classe pour la rénovation globale, donc en fait, il faut faire un saut de 2, 3 ou 4 classes. Après, où vous arrivez après travaux, il n'y a pas d'obligation particulière. Vous devez forcément sortir de la passoire énergétique. Mais si vous partez de G et que vous faites un saut de classe, vous arrivez à la lettre E. Par contre,
Pour le bonus sortie de passoire énergétique, pour avoir les 10%, il faut atteindre la lettre D. Donc, ça veut dire peut-être faire un saut de plus que deux classes, si vous voulez, le taux de subvention de 10% supplémentaire. Voilà. Je vous propose Oui, il y avait juste une dernière une autre question question. Ouais. qui était intéressante sur, enfin, il y a eu plusieurs fois la question qui était passée sur les engagements des propriétaires occupants à occuper pendant 3 ans Mm. et des propriétaires bailleurs à occuper pendant 6 ans. Il y a eu une petite précision. Est-ce que si on est propriétaire occupant, qu'on doit déménager, est-ce qu'on peut mettre en location ensuite, tout en gardant les aides du coup, et éventuellement s'engager à Mm. louer pendant 6 ans derrière? Alors oui, donc la question c'était est-ce que je peux être propriétaire occupant puis propriétaire bailleur? Et dans ce cas-là, quelle est la durée d'occupation? Question pas simple. J'aurais tendance à dire que bah, si vous êtes au propriétaire occupant, donc vous avez fait ces durées de 3 ans obligatoires minimum. Si vous passez sur de la location plus tard, à mon avis, il faudra peut-être en effet étendre et aller jusqu'aux 6 ans dans le temps. Là, j'avoue qu'on n'a pas creusé le sujet, on n'a pas encore eu le cas de figure. On pourra nous questionner à ce sujet. Vous n'hésitez pas à nous faire un mail et nous, on peut questionner l'ANA à ce sujet-là. Donc voilà. Là, j'avoue, je vais un peu sécher, mais c'est une très bonne question. On va se renseigner. J'irai au plus court 3 ans, au plus long 6 ans. Il y a aussi une question qui est revenue régulièrement. Comment fait-on pour trouver une personne capable de faire un audit ou un MAR? Ok. Alors, pour trouver un bureau d'études qui fait un audit, enfin, un professionnel qui peut faire un audit ou trouver un MAR, donc vous avez les listes nationales. Sur le site France Rénov, vous avez un annuaire des professionnels RGE. Là-dedans, on peut trouver des artisans, mais aussi des architectes, des bureaux d'études pouvant réaliser des audits énergétiques. Pour trouver un MAR, pareil, c'est sur le site France Rénov, vous avez un annuaire spécifique. Mon accompagnateur Rénov. Il a été mis en ligne le 1er janvier 2024 et on a à peu près 25, je crois, à peu près 20 à 25 mars sur le territoire. À la LTE aussi, on a aussi pardon, un référencement, une liste de professionnels qu'on référence sur le Rhône et la métropole de Lyon, où on va référencer des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des architectes. On a pris le temps voilà, de discuter avec eux, de voir un petit peu quelle était leur sensibilité à la rénovation énergétique, la rénovation globale. Et donc, on référence aussi, on anime cette liste-là. Et donc, certains de ces bureaux d'études, de ces architectes sont également MAR, mon accompagnateur Rénov. Vous pouvez aussi en trouver là-dedans. Voilà. Et juste une petite précision sur les questions vraiment individuelles ciblées à votre projet de, de contacter. Voilà, donc si De oui, nous mon contacter. collègue Mickaël, on est trois en fait, hein, Mickaël, Jessica et Robin, et moi-même. Donc, si vous avez des questions spécifiques, ouais, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail. Alors, c'est vrai qu'on est bien sollicité en ce moment, donc on essaie de répondre au plus vite à toutes vos questions, mais on prendra le temps d'y répondre s'il y a des cas très, très spécifiques. Le temps passe, je vous propose de passer sur la partie copro et il y aura une deuxième session de questions-réponses également. Donc, les aides au logement dit collectif. Je dis collectif ici parce que selon si c'est une copro ou pas, on n'a pas les mêmes aides. Deux schémas qui se distinguent aussi un petit peu ici. On a le schéma rénovation pour ma première offre pour la copropriété, qui va être vraiment une aide pour la copropriété. Et en fonction du taux de fragilité, on va dire, du taux d'impayé de la copro, on va avoir ces fameux CDE qui sont également soit valorisés par la copropriété, soit valorisés par la. On va rentrer dans le détail. Si on n'est pas une copropriété ou qu'on n'est pas dans les critères ma prime rénov, qu'on ne fait pas une rénovation globale, on va uniquement pouvoir bénéficier des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Et à ça, on a toujours l'éco-prato zéro, la TVA 5,5 et les aides locales. Alors, ma prime rénov copro, immeuble de plus de 15 ans et immeuble à la destination de logement principalement. Ça veut dire que si vous avez un immeuble où il y a 50% de bureaux et 50% de logements, c'est pas un immeuble qui est réputé être éligible à ma prime rénov copro. Donc 75% de logements ou 75% de logements pour les copros de moins de valeur. Et c'est bien un bâtiment qui est inscrit, qui est matriculé au registre national des copropriétés. Ainsi, ce sont les copropriétés qui sont éligibles. On est obligé de passer par un AMO. Un AMO qui est un peu comme le MAR, hein, c'est un peu les mêmes missions, et l'AMO est aussi obligatoire pour NPR CoPro.
et un maître d'œuvre également, donc un maître d'œuvre qui est professionnel qui vous accompagne vraiment sur une mission complète de suivi de chantier, de consultation des entreprises, de réception de chantier, qui est une mission vraiment importante et donc qui est obligatoire si le coût des travaux est supérieur à 100 000 euros. 100 000 euros, on y arrive assez vite en gros. Interdiction de fuel après travaux, monopropriété, donc non éligible, hein, puisqu'une monopropriété, en fait, c'est un seul propriétaire qui possède un logement une maison de plusieurs logements, par exemple, mais c'est bien, du coup, des logements individuels. Et comme toutes les aides de MaPrimeRénov', il faut déposer le dossier avant le début des travaux énergétiques. Le montant de l'aide, comment il se décompose? C'est un montant de l'aide qui est également fonction, alors non plus d'un saut de classe DPE, mais un gain énergétique. Si vous faites 35% de gain énergétique, il y a 30% des travaux financés. 50% de gain énergétique, 45% des travaux financés. On a des bonifications de ce taux de subvention également si on sort de passoire énergétique, lettre F ou G, mais il faut atteindre la lettre D, hein. Une bonification si on a copropriété dit fragile, donc des copropriétés en difficulté avec un taux d'impayé important, on a 20% de subvention en plus, et des primes individuelles pour les copropriétaires aux revenus modestes ou très modestes. Donc ça veut dire dans ce cas-là, on a l'aide socle hein, qui est attribuée à chaque logement, et les logements dont les propriétaires sont modestes ou très modestes ont une prime supplémentaire de 1 500 à 3 000 euros. L'AMO est donc obligatoire, mais l'AMO est aussi financée. Selon la taille de la copro, donc pour une copro de moins de 20 logements, on a 500 euros minimum de financement par logement. Pour une copro de plus de 20 logements, c'est 300 euros, sachant que dans tous les cas, le montant minimum de la subvention AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, il est de 3 000 euros. À ça, donc on peut potentiellement ajouter les C2E. Les C2E, pour le coup, alors c'est écrit ici syndicat de copropriétaires, mais ils sont en fait aussi éligibles aux monopropriétaires, on aurait pu les rajouter ici, aux propriétaires en tant que société ou pas. Les C2E, globalement, sont ouverts à tout le monde. Immeuble pour les immeubles de plus de 2 ans et hors copro fragile, hein. Donc les copro fragiles, comme on le disait tout à l'heure, les C2E sont récupérés par la mer. On a donc ces fameuses primes poste par poste, qui sont donc des primes forfaitaires en fonction des mètres carrés isolés ou du système de chauffage, de chaude, de ventilation. Et on a aussi quand même, c'est vrai que c'est un peu moins courant en copro, mais on a quand même des primes à la rénovation globale si le gain énergétique est de 35% minimum. Comme tout bon C2E, il faut les déposer, les dossiers avant de signer les devis de travaux auprès de l'obligé du pollueur de votre choix. À ça, on ajoute bien sûr la TVA 5,5, pareil, et les coprêts à taux zéro collectifs. Donc là, c'est pour les copros aussi. Mais là, du coup, la copropriété a la possibilité de faire un prêt en tant que copropriété. Et ça, des fois, c'est assez intéressant parce qu'il y a moins la notion de taux d'endettement à respecter, puisque en fait, c'est la copro qui emprunte. Donc parfois, c'est assez intéressant pour financer la rénovation énergétique. Si toutefois, il n'y a pas d'éco-prêt à taux zéro collectif, vous pouvez toujours faire en tant que propriétaire, copropriétaire plutôt, faire un éco-prêt à taux zéro individuel. C'est pas obligatoire, hein, seuls les copropriétaires qui le souhaitent peuvent choisir cet emprunt-là. Et on a toujours donc des aides locales. Alors là, vous voyez, il y en a un petit peu moins, c'est normal. Ben, les aides aux copros, elles sont là où il y a des copros. Donc, Métropole de Lyon, il y a un gros financement éco-rénov, mais il y en a aussi sur la Copamo, Pays Mornontais, Pierre Doré et autour de Villefranche, Aiglon. Et je vous propose de passer à une deuxième session de questions-réponses. Il nous reste 20 minutes. On peut en prendre quelques-unes. Alors, il y avait des questions plutôt sur les audits, du coup, qui sont revenus un peu plusieurs fois aussi. Et après, on va plus se concentrer sur la copro et tout ça. Mais sur les audits, il y a eu beaucoup quel tarif pour un audit, quel tarif pour un MAR. Hmm. Voilà, Ok. si je peux répondre au moins Ok. Donc rapidement. les audits énergétiques, quels sont les prix pratiqués pour les mains aussi? Alors, un audit énergétique incitatif, disons un audit énergétique en général, on va commencer, on va dire, à 1 000 euros. Après, on peut monter à 1 500, 2 000 euros. On peut même monter à 3 000 euros. 3 000 euros, ça va être des audits quand même assez poussés, notamment parfois avec la réalisation d'une STD, simulation thermodynamique. La STD, ça peut être un super outil
pour vous aider à mesurer déjà plus précisément les consommations énergétiques et la facture énergétique après travaux. C'est un logiciel de calcul assez poussé, mais aussi un logiciel qui va vous permettre de mesurer précisément le confort d'été après travaux dans votre maison. Confort d'été qui est une notion qui revient de plus en plus chaque année. Donc un audit, disons, entre 1000 et 2000 euros, 1500, 1300, 1400 en moyenne, et un peu plus selon le niveau de contenu que vous souhaitez. Le MAR, alors c'est assez nouveau, le MAR. Hein, les devis qu'on a commencé à voir, on est comme à peu près autour des 2000 euros annoncés, peut-être plutôt 2500, voire 3000. Mais les prix pratiqués sont ceux-là aujourd'hui. La filière se structure aussi, hein, la filière apprend, de savoir combien de temps ça va leur prendre vraiment cette notion de MAR et les prix vont, j'imagine, s'affiner, se lisser dans le temps. Et voilà, pour une mission complète, MAR plus audit, il faut compter 4-5 000 euros à peu près. Et voilà. Une autre question peut-être? Du coup, sur la copro, Ouais. euh, c'était une question, est-ce que les travaux nécessitent l'accord de la copro? Donc, pour faire simple, tout ce qui va être voté par la copro. Hmm. Donc, Vous- quels sont les travaux pour MaPrimeRénov' CoPro? Donc, les travaux qu'on peut valoriser dans une économie d'énergie au niveau d'une copropriété, donc c'est les travaux d'intérêt commun, les travaux sur les parties communes, donc ça va être une isolation des murs par l'extérieur, une isolation des toitures, une isolation des plafonds de cave, de sous-sol, un changement de chauffage collectif. Les travaux individuels, alors normalement, ils sont pas valorisables uniquement. Alors les fenêtres, normalement, ça fonctionne. Un renouvellement de fenêtres groupées, ça peut compter. Après, tout ce qui est chauffage individuel, ça, normalement, on peut pas le compter dans les financements. Après, des fois, au niveau local, ça peut parfois être un peu plus souple. Mais voilà, c'est bien 35% qu'il faut viser sur les travaux d'intérêt collectif, qui sont finalement souvent un peu les mêmes. Hein. C'est l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures, des planchers. Et quand on a un chauffage collectif, on peut changer la chaudière, on peut se raccorder en réseau de chaleur, ou mettre des chaudières biomasse, par exemple. Il faut que ce soit voté Et il faut que ça en agir. soit, oui, bien sûr, pardon, il faut que ça soit voté en AGR. Dans tous les cas, en copro, il y a quand même un schéma qui doit se construire, qui construit dans le temps. On est sur des gros volumes, des gros bâtiments, donc il faut faire la mission d'audit énergétique. Il faut aussi passer par une mission de maîtrise d'œuvre. La mission de maîtrise d'œuvre va vraiment permettre de savoir ce qui est faisable techniquement parlant, de consulter les architectes qui ont été placés, donc d'avoir vraiment une mission précise. Et après, vous faites la consultation des entreprises et vous votez les travaux avant de déposer votre dossier. Il y avait une question qui était quel accompagnement la LTE et particulièrement l'ALEC, qui a un réseau plus dense de copropriétés, propose pour les copropriétés. Ok, donc question sur quel est le rôle de l'ALEC et la LTE là-dedans. Donc nous, l'ALEC et la LTE, on est vraiment la porte d'entrée. On est là pour vous aider. Idéalement, on est vraiment là pour vous aider dès le début, en fait, après l'acquisition de votre logement ou encore de votre acquisition, par exemple. Donc pour voir un petit peu déjà quel est le potentiel dans votre maison. Est-ce qu'il y a du gisement d'économie d'énergie? Est-ce que la maison euh, peut facilement faire des économies d'énergie? Quels travaux on peut vous recommander? Combien va vous coûter à peu près la rénovation énergétique ou du moins vous donner des ordres de grandeur? Et du coup, quelles sont les aides en fonction de différentes combinaisons de travaux? Donc, ce conseil qu'on vous propose, il est gratuit. Ça vous permet déjà de prendre un peu de recul, d'avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Et bien sûr, on vous chiffre un montant des aides financières potentielles. Et après, nous, on est assez présent également aussi quand vous vous inscrivez dans un dossier d'aide locale. Ecorénov, ou les comités de communes, l'Accord, la Copamo. Donc, on est également là pour vérifier que votre projet soit conforme au dossier d'aide locale, vérifier si vos devis de travaux sont conformes, est-ce que l'artisan il a bien prévu les bons éléments dans son devis de travaux pour que ce soit vraiment performant. Donc, on est toujours là pour vous accompagner. Voilà, ne nous oubliez pas. Et on n'est pas là en doublon, on est là en bonne intelligence aussi avec les autres professionnels qui vous entourent, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les artisans. On est là vraiment aussi pour essayer de simplifier, vous donner un conseil le plus complet possible avec les professionnels. Une question un petit peu plus générale, c'est à quel moment on reçoit les aides financières? Faut-il avancer les frais?
Alors, donc, les aides financières, il faut avancer le montant des aides. Pardon. Donc, il faut avancer le montant des aides, puisque les aides, pour les avoir, il faut le justifier sur facture. C'est bien les factures qui justifient que vous avez fait les travaux et qui justifient le fait que vous pouvez avoir une aide financière. Dans le cas des ménages modestes ou très modestes, pour les logements individuels, il peut y avoir une demande d'avance de MaPrimeRénov qui est possible pour vous aider à justement avancer les travaux qui peuvent être assez chers. Et vous avez aussi l'éco-prêt à taux zéro qui est là pour vous aider à avancer les frais. Une fois que vous touchez les aides, vous pouvez réinjecter les aides dans votre prêt et réduire vos dépenses mensuelles. Euh, Je vois une question, quel est le délai d'instruction d'un dossier MaPrimeRénov? mhm. Ça, donc, voilà. Ça, le délai sur lequel il s'engage, l'ANA, c'est 15 jours. Après, il faut savoir que quand vous déposez un dossier d'aide, que ce soit au niveau local ou national, hein, d'ailleurs, normalement, enfin, surtout au niveau national, vous avez un mail automatique qui vous dit, OK, on a bien reçu votre dossier, vous pouvez signer vos devis et commencer les travaux. Donc, c'est un mail qui peut quand même débloquer la situation. Après, votre dossier, il est étudié. Après, on regarde si tout est conforme, si les devis de travaux sont conformes, si les travaux sont assez performants. Et là, une fois que le dossier est étudié, donc sous 15 jours, là, vous avez l'accord définitif. Mais sachez que pour avoir l'accord pour démarrer les travaux, si vous faites vos dossiers rapidement, ça peut aller assez vite en fait. Ce qui est plus long finalement, c'est de faire l'audit énergétique, réunir les devis de travaux, avoir les bons devis de travaux, faire des échanges avec les artisans, les bureaux d'études. C'est ça un peu qui peut prendre du temps. Mais une fois que vous avez votre dossier complet, finalement, pour attaquer les travaux, ça peut être plus rapide, on le pense. Pour la copropriété, j'ai l'impression qu'on a atteint un petit peu les questions. J'ai l'impression qu'on a Ouais. répondu aux questions qui étaient posées. Donc là, je vois une question sur la copro, comment la Ouais. LEC peut accompagner les syndics ou les copros. Donc nous, on essaye, on échange régulièrement avec les syndics, hein, bien sûr, pour leur expliquer le contexte réglementaire, financier. Sinon, nous, à la LEC, sur la métropole de Lyon, tous les 15 jours, on organise des réunions d'information de copro à destination des copropriétaires pour vous expliquer un petit peu voilà, le contexte, l'enjeu, la rénovation énergétique. Et donc, en train de vous expliquer si la copropriété a reçu un audit énergétique, vous êtes capable d'expliquer toutes les solutions techniques qui ont été proposées et celles qui sont les plus adéquates. Voilà. Euh, une question sur les contrôles en cas de rénovation globale pour le démarrage des travaux. J'imagine que vous pensez au contrôle COFRAC dans le cas de C2E rénovation globale l'année dernière, en 2023. Alors, c'est vrai que l'année dernière, pour déposer des dossiers d'aide, il fallait un contrôle COFRAC qui passe sur le chantier pour vérifier la véracité, notamment de l'audit énergétique. Ça pouvait retarder en effet le début des travaux. Cette année, dans la mesure où c'est l'ANA qui valorise les C2E, euh, dans la mesure où vous avez le maître de l'ANA qui vous dit OK, vous pouvez démarrer les travaux énergétiques, normalement c'est bon. Le contrôle COFRAC, ça sera du coup à l'ANA de mettre en place, si toutefois il doit le faire. C'est l'ANA qui met l'argent de côté en fait hein, pour vous. Donc aujourd'hui pour ce contrôle, on n'a pas d'infos supplémentaires, mais a priori ça devrait être un peu plus souple. Je vois une question sur est-ce qu'il faut faire un audit à la fin des travaux et le repayer. Non. L'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision qui est fait avant les travaux, avant la consultation d'entreprise. Si l'audit dit pour atteindre la lettre B, il faut faire 100 mètres carrés de mur, 100 mètres carrés de toit et une chaudière bois, bah, il faut que vous ayez un devis et une facture avec 100 mètres carrés de mur, 100 mètres carrés de toit et une chaudière au bois. Euh, Si vous avez, entre guillemets, joué le jeu, que les devis et les factures correspondent et que les critères de performance sont au rendez-vous, il y a pas besoin de refaire un audit. Si toutefois votre projet de travaux évolue, ça arrive, on ne peut pas isoler tous les toits, on n'a pas pu isoler le mur qui donne sur le garage, je ne sais pas. On peut faire une mise à jour de l'audit énergétique, une mise à jour après coup, pour vérifier qu'on soit toujours conforme au niveau de la performance énergétique du saut de classe attendu. Hein. Euh, Il y a des questions récurrentes sur, en fait, il y en a deux en logement individuel sur les extensions. Est-ce que les extensions sont-elles éligibles? Et la deuxième question, c'est les volumes attenants, type garage ou ouais. grange attenante. Alors, sur la prise en compte des volumes nouveaux ou à aménager, donc, alors, globalement, tout ce qui est de la création de volume, extension, surélévation, c'est pas éligible. Tout ça, il faut le sortir du calcul.
du gain énergétique, mais aussi du calcul des aides financières. Donc, c'est du neuf, c'est soumis à une TVA à 20% et c'est soumis à la réglementation thermique du neuf. Donc, de base, tous les volumes qu'on crée, normalement, ils sont censés être performants parce qu'ils sont obligés d'être isolés dû à la réglementation thermique du neuf. Pour les aménagements de volume existants, historiquement, dans les règles de l'ANA, c'était écrit que l'aménagement de garage, de combles, c'est ça peut être éligible aux aides, c'est pas impossible. Par contre, pour ce qui est de l'aménagement des granges, là, c'est un sujet un peu différent, parce qu'une grange, normalement, ça n'a pas une destination, un usage d'habitation. Donc, quand on aménage une grange, normalement, on doit faire une déclaration préalable pour changer l'usage de la grange en usage d'habitation. Ça devient donc un logement neuf, un logement qui date, une habitation qui date de moins de 15 ans, donc qui n'est pas éligible à ma prime. En gros, les murs qui existent, et les toits qui existent, qui sont aménagés, rénovés, ça marche. Les créations de volume, les changements d'usage, de destination, ça ne marche pas. Euh, Les questions des marques qui semblent proposer des prestations en fonction du coût des aides touchées. Est-ce que c'est rentable ou pas? Écoutez, ça après, c'est les propositions et les offres commerciales des marques. Chaque marque a ses propres missions. Il y en a qui facturent pourcentage des aides, il y en a qui facturent un taux fixe. Bon, ça, après, c'est leurs offres. Après, c'est vrai que parfois, les dossiers d'aide financière, en effet, ça peut prendre du temps. C'est des démarches administratives. C'est du temps que vous pouvez peut-être vous consacrer au suivi de chantier, à la consultation des artisans, euh, des entreprises, pour tirer le projet en qualité. Donc, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir un marque qui s'occupe des démarches administratives, mais c'est pas obligatoire. Après, c'est un peu ambigu et spécifique, mais c'est est-ce qu'un locataire peut faire une demande de travaux et d'aide financière, enfin peut financer pardon les travaux et faire des demandes d'aide financière? Alors, le locataire, il est pas éligible aux aides financières. Enfin, si, il est éligible uniquement au C2E, au certificat d'économie d'énergie. C'est pas les aides plus importantes. C'est bien le bailleur qui doit faire les travaux, qui doit faire les dossiers d'aide également. C'est bien le bailleur qui est éligible aux aides importantes. Donc, le locataire, il peut pas faire les travaux. Enfin, il peut, vous pouvez faire les travaux en commun accord avec votre propriétaire, mais, mais vous ne pourrez, pardon, pas avoir d'aide financière. Voilà. Je balaye les questions, j'ai l'impression qu'on a répondu à un grand volume. Le reste des questions sont assez spécifiques, donc on soit on répond individuellement, soit on vous invite à nous contacter pour qu'on puisse faire une étude de cas et une réponse spécifique. À plusieurs reprises, il y a eu la question de peut-on connaître les montants des revenus fiscaux qui nous permettent de nous classer dans les catégories et peut-on connaître le montant des écrêtements? Peut-être expliquer que sur nos sites internet, les fiches sont disponibles aussi. Oui, donc vous retrouvez voilà, toutes les fiches sur nos sites pour les classes de ressources. Donc, je vous remets le tableau. C'est bien la somme de tous les revenus de tout le foyer qui définit la classe bleu, jaune, violet, rose. Si vous avez des avis séparés, il faut bien sommer la somme des revenus. Si vous avez des demi-parts, des quarts de part, c'est bien le nombre de personnes, c'est pas le nombre de parts. Donc, en haut de la page 2 des impôts, je crois, vous avez le nombre de personnes à charge. Donc, c'est bien la somme de nombre de personnes à charge et la somme des revenus qui doit être calculée pour vous mettre dans une tranche ou une autre. Il y a une question, quelles sont les conditions pour MPRG sur les menuiseries? Alors là, c'est assez simple. Déjà, il faut que c'est du remplacement de simple vitrage. Il faut que les coefficients de performance thermique respectent des critères de WSW. Généralement, les fenêtres actuelles respectent les critères, hein. C'est pas un problème. Une question sur est-ce que l'audit énergétique est prise en charge. Alors, elle n'est pas prise en charge. Enfin, ça dépend. Il y a des financements locaux, notamment sur la métropole de Lyon, qui peut financer un audit énergétique. Il peut y avoir des financements au niveau de MaPrimeRénov, poste par poste, qui peut également financer un audit énergétique hein, de votre maison. Voilà. Juste une question qui peut être intéressante pour tout le monde. Quelle fiche d'imposition on Hmm. utilise et jusqu'à quand? OK. Quelle fiche d'impôt fait foi pour vos revenus? Oups. Alors, donc c'est la dernière fiche d'impôt, hein, en fait. Donc, c'est
C'est donc l'avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022, là, qui fait foi actuellement. Et puis bientôt, voilà, on va arriver à la nouvelle période de déclaration. Donc, l'avis déclaratif peut faire foi aussi, hein. Donc, si toutefois vous êtes certain de vos revenus. Mais normalement, voilà, c'est en septembre, voilà, août-septembre, vous aurez votre nouvel avis d'impôt, vos nouveaux revenus, et vous pourrez les valoriser sur un nouveau dossier d'aide. Donc, c'est le dernier avis d'impôt que vous avez. Comment est considéré le survitrage sur des menuiseries anciennes en bois? Bah, le survitrage, donc c'est pas du simple vitrage, donc c'est pas éligible à ma prime Rénov'. Oui, il y a eu une autre question aussi, c'était lors du dépôt de dossier sur ma prime rénov, les travaux sont terminés, les factures sont envoyées et il faut une attestation de la part des entreprises. Hmm, Et à quoi sert ce document? Est-il légitime de la part de NPR de demander ok. ça? Donc oui, il y a tout un tas de documents qu'on peut vous demander pour déposer des dossiers d'aide. Au niveau des C2E, il y a en effet des attestations sur l'honneur qui sont à faire signer à l'artisan et à remplir à vous par vos soins. Au niveau de la prime rénov, parcours accompagné, il y a des formulaires aussi à remplir, des attestations de conformité qui indiquent en fait le gain énergétique de votre projet, le nombre de sauts de classe, qui indique aussi du coup les travaux qui ont été faits. Et cette attestation doit être signée par les artisans, par le bureau d'études thermiques. Ça engage aussi en fait l'artisan. Il dit, il signe, bah, j'ai bien isolé cette maison, donc il s'engage également. Ok. Est-ce que le MAR gère les primes locales? Non. Les primes locales sont bien gérées par la LEC et la LTE. Donc, ne nous oubliez pas. On dépose aussi les dossiers avant de commencer les travaux. Alors, question sur les changements de performance d'isolation pour les aides à la rénovation, sur les résistances thermiques notamment. Alors, oui, il y a eu quelques changements. Les critères sont globalement tous les mêmes, mais pour la prime à la rénovation globale, la prime rénov accompagnée, sur l'isolation par l'extérieur, on est passé d'une résistance thermique de 3,7 à 4,4, ce qui veut dire en gros 2 centimètres de plus. Et sur les toitures terrasses, on est passé de 4,5 à 6,5, ce qui fait à peu près ouais, plutôt 4 centimètres de plus. Euh, Question sur le chauffage électrique, est-ce qu'il fait baisser le DPE? Alors, grande question sur le chauffage électrique. Alors, le chauffage électrique par radiateur, par convecteur, par clipin, on va dire, c'est très pénalisant dans les calculs thermiques et dans les aides des DPE. Par contre, le chauffage électrique par pompe à chaleur, c'est plutôt favorable dans les DPE, ça peut faire baisser la note. Attention quand même, les pompes à chaleur, c'est vrai que ça peut être un système intéressant, mais ça va marcher sur des maisons qui sont bien isolées. Si la maison est mal isolée, le rendement de la pompe à chaleur va être mauvais, vous risquez de payer beaucoup d'électricité. Ok. Une entreprise privée me propose de gérer le dossier de demande et me demande pas l'avance des aides. Est-ce légal? Oui, une entreprise peut, si elle veut, s'occuper de gérer les dossiers. Attention, il faut que ça soit très clair dans votre devis. Par contre, qu'est-ce que vous avancez comme coût des travaux? Qu'est-ce que vous payez en fait finalement? C'est ça qui est important. Après, oui, l'entreprise peut récupérer les aides à votre place et les déduire de son coût de travaux. Faites attention quand même, il y a du démarchage sur ce type de pratique, du démarchage litigieux, mais il y en a qui le font et c'est des entreprises honnêtes. C'est tout à fait possible. Attention pour la rénovation globale. Par contre, là, ça va pas être possible parce que c'est moins courant quand même, puisque là, c'est des dossiers un peu plus lourds. Donc souvent, c'est aux particuliers de faire le dossier. C'est rare que les entreprises se positionnent en groupement de rénovation globale pour récupérer les aides à votre place. C'est pas très commun, mais ça peut arriver. Euh, SBP, aide à la décarbonation, passer de chauffage électrique à Pacaro, est-il aidé? En fait, pour ma prime rénov décarbonation, dit poste par poste, c'est bien l'installation et pas le remplacement qui ouvre le droit à une aide. Donc oui, pompe à chaleur, ça marche. Pompe à chaleur RO, oui. Pompe à chaleur RR, non. Ventilation double flux, oui, c'est éligible à un imprimé 9 poste par poste ou même dans un projet de rénovation globale.
Voilà. Donc, la PAC, on a déjà répondu. Voilà. Ok. Après, ben, pour les DPE, là, je comprends, hein, c'est vrai que l'électricité est mal favorisée, mal comptée sur les radiateurs au plancher électrique, un peu mal valorisée. Après, bah, ça, c'est la méthode de calcul qui est ce qu'elle est. On entend des bruits de couloir comme quoi elle serait révisée, notamment pour les logements de petite taille, pour essayer de moins défavoriser ces logements. Mais voilà, c'est vrai que les logements le fait électrique sont assez pénalisés. Après, le jeu, entre guillemets, notamment peut-être pour pas être bloqué par une interdiction de location, si c'est la question, c'est de montrer en fait qu'on a fait ce qu'on a pu pour rénover le logement. Est-ce qu'on a bien isolé tout ce qu'on pouvait, qu'on a bien changé les fenêtres, qu'on a isolé les murs. Et en fait, si vous avez fait le maximum dans votre appartement, euh, on peut s'inscrire dans des cas dérogatoires fixés par la. Donc, si vous avez des questions spécifiques, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail. Je vous mets d'ailleurs nos coordonnées là tout de suite. On a un numéro commun pour la LEC et pour la LTE. Donc, c'est taper le 1 pour la métropole de Lyon et le 2 pour la LTE. Et donc, on pourra vous répondre. Si vous n'arrivez pas à nous avoir, vous pouvez nous laisser un message vocal ou nous écrire par nos formulaires de contact sur nos mails. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur des événements prochainement, du 9 au 11 février à Maison et Jardin à Villefranche-sur-Saône pour la LTE et du 1er au 3 mars au Salon Primaire Eurexpo pour la LEC de Lyon. Voilà. Donc, bah, écoute, on arrive à l'heure de fin de cette conférence sur les aides financières. Euh, on espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. On a fait au mieux. On sait qu'il en restera. Il y aura le replay, bien sûr. On signale qu'il y aura un replay. Une enquête de satisfaction également. Donc voilà, on reste à votre disposition. On sait que les aides financières, c'est pas simple. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que si vous voulez des aides, il faut toujours déposer vos dossiers avant de commencer les travaux et de signer vos devis. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous questionner ou questionner les professionnels qui vous accompagnent. Donc, j'ai clôturé la conférence, pardon. Merci, bonne soirée à tout le monde. Et sûrement à bientôt.